Dans cette vidéo, nous allons partir pour l'année 2063, direction l'espace et une guerre interstellaire. Et oui, c'est l'univers de cette fameuse série télé Space 2063. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, welcome, je suis DoseGeek, vous regardez la Dose de Geek sur YouTube, sur la TV42, la chaîne The Vault 42, ou The Vault 42 comme vous voulez, l'abri anti-atomique, un peu, c'est comme dans l'univers de Fallout Shelter, hein. D'ailleurs la nouvelle série, la série télé qui va arriver bientôt. En tout cas, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. On va démarrer. Si vous êtes prêts. Ouais, on va parler de cette série de science-fiction. Je crois que ça a été diffusé avant à la télé, avant Stargate. Je vais vérifier quand même, mais ouais, je vais vérifier. Mais ça fait partie, cette série, elle fait partie d'une des rares séries télé de science-fiction que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé qui était quand même à peu près bien foutu, c'était assez réaliste, ça faisait pas kitsch, ça faisait pas série B ou série Z comme vous voulez. Et donc on va regarder ça ensemble. Space 2063, ou en anglais Space Above and Beyond. Alors attendez, je vérifie sur la chaîne. Tiens, on va aller sur YouTube. Sur la chaîne The Vault 42. C'est un psychodélique. The Vault 42, ma chaîne. Dans Running Man, alors, on va aller dans les vidéos. J'avais fait une vidéo sur Stargate. C'était où ? La vidéo sur Captain Power, elle a fait pas mal de vues, donc ça c'est cool. Où est-ce que c'est Stargate ? Voilà, Fallout. Demolition Man. Stargate, voilà. 1994. Alors ça c'était le film. Mais ça a donné lieu à la série télé quelques années après. Donc on va dire que Space 2063 est arrivé juste avant la série télé Stargate. Donc c'était un peu en quelque sorte une série précurseuse ou précurseur de la série télé Stargate SG1. Et vous allez voir que on est pas mal au niveau des costumes, des décors, des moyens techniques, c'est assez sympa. Donc le synopsis, avant de regarder la bande-annonce. Il y a eu une saison, 24 épisodes. 2063, après un demi-siècle d'exploration spatiale et de colonisation, l'humanité a conquis l'espace. Mais un événement tragique va tout changer. Un poste avancé, situé à plusieurs années-lumière de la Terre, est attaqué par une entité extraterrestre jusqu'alors inconnue. Les premières contre-attaques humaines se soldent par des échecs sanglants. Le dernier espoir de la race humaine repose sur une unité spéciale composée de jeunes recrues. La guerre intergalactique ne fait que commencer. Ok, donc là on a des images, donc c'est l'équipe. Dans la série on va les appeler les wildcards, ou je crois que c'est les cartes gagnantes. C'est des cartes d'un jeu de cartes, hein, cartes de poker tout simplement. Grande série de SF qui malheureusement ne connut qu'une unique saison, je crois qu'elle coûtait trop cher. Il y avait même des images de vaisseaux en images de synthèse hein, sur les derniers épisodes. Ça avait bien progressé au niveau des effets spéciaux tout au long de la série. Ce qui est souvent le contraire hein, dans le cas des séries télé. Plus on avance dans les épisodes, plus il y a au contraire... c'est dégressif au niveau de la qualité des effets spéciaux. Et là, au contraire, dans cette série, il y avait eu une montée en puissance au niveau des effets spéciaux.
Donc ça, c'était vachement intéressant. Ça avait commencé de manière un peu modeste, et petit à petit, on avait de plus en plus d'effets spéciaux de qualité, de plus en plus de moyens, donc c'était cool. On était de plus en plus immergé dans cette guerre interstellaire contre une civilisation extraterrestre. Space 2063 possède un univers riche et des histoires solides, sans oublier l'action présente, notamment par des batailles spatiales. Dommage, on n'aura jamais la suite. Peut-être qu'on aura un remake plus tard, hein, enfin dans les années qui viennent, si on n'a pas de 3e guerre mondiale. Bien sûr. Wow. Eh ouais, tu peux le dire. Des effets spéciaux bons pour l'époque, manque juste un peu de décor intérieur-extérieur, les acteurs sont pas les meilleurs, mais les personnages sont attachants. On retrouve un peu l'esprit de la série Les Têtes Brûlées, croisé avec... c'est où? Avec Starship Troopers. Ça fait 20 ans que j'attends que quelqu'un fasse un remake, c'est trop rageant. Il n'y a qu'une saison, surtout là où ça s'arrête. Alors on va regarder, je voudrais regarder la bande-annonce avec vous. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je sais pas si je m'en souviens plus en fait. Je me souviens des acteurs et de l'univers, mais depuis le temps, depuis les années 90, j'ai jamais revu d'image de Space 2063. C'est une série qui est partie aux oubliettes. On va couper la musique et on va regarder ça. Que l'univers nous appartenait. Attends. Nous pensions que nous étions seuls. Que l'univers nous appartenait. Jusqu'à cette nuit de 2063, où sur une colonie à 6 années-lumière de la Terre, ils nous ont attaqués. Maintenant, c'est la guerre. Je suis le colonel McQueen. Je suis un in vitro, un être conçu artificiellement. Je commande le 58e escadron des Marines. On surnomme mes hommes les cartes gagnantes. Ils sont prêts à intervenir à tout moment. Dans l'espace, sur la Terre ou dans les eaux. Pour nous, perdre la guerre est inacceptable. Mieux vaut mourir que se rendre. C'est notre mission ici et au-delà. Ici et au-delà. Alors, attendez, c'est vrai nous pensions que nous étions seuls. Que l'univers nous appartenait. Ouais, c'est bien foutu, hein. Cette nuit de 2063, où sur une colonie à 6 années-lumière de la Terre, ils nous ont attaqués. Maintenant, c'est la guerre. Là, on a vu les extraterrestres. Je suis le colonel McQueen. Je suis un in vitro, un être conçu artificiellement. Alors oui, ça, en fait, dans le futur, il y aura 50%, voire les 3/4 de la population, ce seront des in vitro, ce seront des individus créés dans des tubes à essai. Dans des caissons. Parce que dans le futur, si on suit l'idéologie woke, les gens ne voudront plus faire d'enfants pour protéger l'environnement, pour protéger la planète. Donc pour compenser ça, on sera obligé de faire de la procréation assistée. Et puis de toute façon, les gens sont devenus infertiles à cause des pesticides et puis des insectes qu'on aura bouffés. Donc c'est vraiment une série visionnaire, très, très d'actualité. Donc voilà les in vitro. Et en fait les in vitro dans la série, on peut les reconnaître au fait qu'ils ont un petit signe physique dans le cou, dans la nuque. Une sorte de bouton ou je sais pas quoi dans la nuque. Ce qui permet de les détecter comme ça. Un peu comme les androïdes dans Blade Runner. Voilà, c'est des gens une race qui cohabite avec les humains. Et souvent, on utilise les in vitro pour la guerre. Et évidemment, il y a une forme de discrimination de la part des humains vers les in vitro, puisque les in vitro sont considérés comme des sous-hommes. Mais quand il s'agit de faire la guerre, ce ne sont plus des sous-hommes. Hein. Ils sont suffisamment d'une bonne qualité pour servir de chair à canon. C'est ça toujours les incohérences de toute société qui part en guerre. Toute société dictatoriale, en quelque sorte. Et ensuite... Je commande le 58. Ah voilà, Morgan Weiser. Lui, c'est le personnage principal. Parce qu'en fait, au début de la série, on suit
un groupe de jeunes recrues, donc du début, depuis la formation jusqu'après les premières missions, et ainsi de suite. On les voit gagner en expérience, et au fur et à mesure, ils réussissent leur mission. Et donc lui, c'est une des jeunes recrues. J'aimais pas beaucoup sa tête, en fait. C'était pas mon préféré, mais bon, c'était le personnage principal, et c'est lui qui jouait le rôle de leader dans cette unité. Donc au départ, ils étaient fantassins, puis après, ils ont suivi une formation pour être pilotes. Du coup, ils ont eu une escadrille, et du coup, ils intervenaient aussi dans l'espace, dans les batailles spatiales. Des fois, ils intervenaient directement sur les planètes. Enfin, c'était une sorte de commando, en fait. Et c'est devenu un commando d'élite. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme acteur? Elle avait une bonne gueule. Lui, là, Rodney Rowland, lui, par exemple, c'est un in vitro qui a rejoint le groupe des recrues. Lui, il avait une bonne gueule. Et je crois qu'il a joué dans d'autres séries après, par la suite. Ben voilà un aperçu du casting et de la bande-annonce de Space 2063. Donc on va continuer notre aventure dans l'univers de Space 2063. L'univers nous appartenait jusqu'à cette nuit de 2063 où sur une colonie à 16 années-lumière de la Terre, ils nous ont attaqués et maintenant c'est la guerre. C'est la guerre. Je vais te faire une guerre comme t'en as jamais vu. C'est une série télévisée de SF en 24 épisodes de 45 minutes, et oui, une seule saison pour cette série créée par Glenn Morgan, à l'origine de X-Files et de Millennium, et James Wong, qui a créé American Horror Story. La série a été diffusée pour la première fois en France en 96-97. Ça, c'est le lieutenant Cooper Hawks. La série a été créée en parallèle avec le long-métrage Starship Troopers de Paul Verhoeven, non pour faire suite à celui-ci, mais pour amortir le coût des effets spéciaux qui ont très visiblement été repris dans cette série. La série et le film sont tous deux inspirés du roman Étoile, garde à vous de Robert A. Heinlein. On fera une vidéo aussi sur Starship Troopers, vous inquiétez pas. Starship Troopers qui était un exemple en termes de propagande pro-guerre. Ce qu'on vit actuellement, ce qu'on vit aujourd'hui, on est dans un contexte quasiment enfin très guerrier, hein, où on a notre président qui fait tout actuellement pour déclencher pour entrer dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il veut absolument impliquer la France dans ce conflit, alors que nous n'avons rien à y faire, mais c'est pas grave. Et pourquoi justement? Pourquoi voilà, poser la question, c'est très important de savoir pourquoi. Pourquoi déclencher une guerre? Eh bien, vous remarquerez dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois, que les peuples avaient une velléité de révolution. Quand on était dans un contexte révolutionnaire, eh bien, la classe riche se débrouille toujours pour provoquer une guerre, pour essayer de détourner l'attention, et pour envoyer les gens les plus belliqueux se faire les envoyer à la guerre. Ça permet d'éliminer les opposants, et ça permet de calmer un peu les gens pendant quelques décennies. Voilà. C'était mon petit côté pacifiste. Nous sommes en 2063. Après 50 ans d'exploration spatiale, la race humaine pense qu'elle est seule dans l'univers. Tout bascule lorsqu'on apprend qu'un avant-poste à 16 années-lumière de la Terre est attaqué par une civilisation extraterrestre. Imaginez, ce serait le rêve. L'humanité est arrivée à un tel niveau technologique qu'on est capable de voyager jusqu'à 16 années-lumière de la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. Dès lors, de nouvelles jeunes recrues du corps des Marines des États-Unis, les cartes gagnantes, sont envoyées dans l'espace pour contrer cette menace. Je crois que les extraterrestres dans la série, ils les surnomment les tiques, parce qu'ils ont une tête plate, et donc ils ont ces casques en forme triangulaire, en quelque sorte. Mais on les voit très rarement dans chaque épisode dans la série, c'est très malin, c'est suggéré, où on voit des silhouettes, donc c'est très bien fait. Ça garde ce côté, ça maintient ce côté un peu angoissant, et ça fait travailler l'imagination.
comme dans le concept de Predator. Poussés dans une guerre interstellaire, ces pilotes non expérimentés au combat se trouvent soudainement en première ligne pour protéger la Terre et sauver l'humanité de l'extermination. Ça, c'est leur chef, le colonel McQueen. Nous pensions que nous étions seuls, tout ça on l'a dit. C'est un in vitro, ok, et là il n'y a plus les vidéos. Originellement prévue pour plusieurs saisons, la série a été annulée du fait d'un taux d'audience jugé trop faible. C'est marrant ça, bah, c'est fou. Ouais, quelque part c'est embêtant. Parce que moi j'aimais bien cette série. Ça c'était leur vaisseau. C'était pas mal foutu. Ça fait penser un peu à Halo. Et oui, une seule et trop courte saison pour cette série SF qui a un peu mal vieilli. Elle était pourtant prometteuse et assez astucieuse pour l'époque. Plutôt que de regarder du côté de Starship Troopers, il semblerait aussi que la série s'inspire de La Guerre éternelle de Joe Haldeman. Alors ça, c'est une excellente BD, très visionnaire sur la société d'aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo prochainement. Je vous invite à la lire, cette BD. La guerre éternelle, parce qu'elle soulève plein de sujets de société qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et en fait, cette BD, elle avait été réalisée dans les années 80 par un vétéran de la guerre du Vietnam. Déjà, dès les années 80, il avait pressenti les problématiques sociétales qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Problèmes de fertilité, de reproduction, de colonisation de l'espace, d'idéologie politique, et notamment de faire évoluer toute l'humanité vers l'homosexualité, pour évidemment régler les problèmes de reproduction, pour que toute la reproduction se fasse de manière artificielle, et aussi pour protéger l'environnement, enfin plein de choses. Donc c'est vraiment, c'est criant de vérité. Et là, on a les maquettes des vaisseaux. Donc ça, c'est un chasseur qui est utilisé dans les batailles spatiales. Là, des maquettes, enfin les plans des armes utilisées. Le design du fusil était pas mal hein, pour l'époque. Le pistolet un peu moins, mais il y avait un bon concept. Sur Sens Critique. Donc là, on retrouve les acteurs. Alors, il y a quand même pas mal de bonnes critiques, hein, ce qui est assez rare, parce que j'ai souvent sur les films, je vois souvent des notes, des mauvaises notes, 4, 3. Et là, on a que du 8, que du 9. Une série Z, oui, mais avec de l'inspiration. Je pensais être le seul à avoir eu la chance ou le courage de voir cette série, mais selon toute apparence, nous sommes au moins 18 et peu ont l'air autant convaincus que moi. Remise dans son contexte, cette série est un véritable bijou qui s'ignore. On est loin de la très bonne adaptation de Paul Verhoeven, Starship Troopers, loin dans la forme. La qualité du tournage et du format. Mais pour ce qui est du discours, Space 2063 est bien étonnante à presque tous les points de vue. Je dirais même que l'écriture et le développement de l'univers et des personnages sont meilleurs que dans Starship Troopers. C'est vrai que c'est presque plus réaliste. Parce que Starship Troopers, c'est très orienté propagande médiatique et tout ça. Et des fois un peu trop décalé au niveau de l'humour. Mais là, Space 2063, ça avait ce côté plus réaliste. Voire, il y avait une autre série qui s'appelait aux frontières du réel, je crois. Et c'était un peu dans cette veine-là, dans cette tendance-là. Bien sûr, les effets spéciaux sont à remettre à leur place, ainsi que les codes visuels, indissociables des séries américaines de construction type X-Files des années 90. Les vraies qualités de cette saison orpheline sont dans une direction artistique discrète et fonctionnelle, mais remarquablement maîtrisée tout au long de la narration. Les personnages du récit sont bien écrits, réaliste, évolutif sur les 24 épisodes et diablement attachant. L'univers de la série, devenu un stéréotype, est pourtant bien développé, avec ses codes, ses conflits, ses rapports à l'éthique, racisme, lignée, eugénisme, voilà, on y est. Les sujets forts sont contemporains et nous permettent de garder un pied dans la réalité.
C'est un point important qui nous permet en tant que spectateurs de trouver nos repères et de comprendre l'environnement émotionnel des protagonistes de la série. Les bases sont solides et nous intègrent facilement dans le récit dès les épisodes du pilote. Les enjeux militaires, soumettant les héros à de rudes épreuves, dévoilent peu à peu la sensibilité de chaque personnage clé, laissant ainsi apparaître au compte-gouttes la finesse de l'écriture et une volonté forte de mettre en avant des valeurs humaines et progressistes. L'ambiance est elle aussi découpée en plusieurs strates. De cette première enveloppe de violence et d'engagement viril au sein du corps des Marines, on se détachera progressivement pour glisser dans les sentiments profonds et les questionnements de chaque personnage de l'escouade et finir par céder à la mélancolie. Un univers riche en émotions, mais pas uniquement en sensations fortes, comme le prouvent beaucoup d'épisodes de cette unique saison. Je dirais même qu'elle est mieux foutue, elle est plus intéressante que Stargate SG1. Parce que Stargate SG1, c'est souvent répétitif. Et même des fois, on voit la limite des effets spéciaux, c'est un peu kitsch, ou les décors un peu carton-pâte. Et dans Space 2063, il y avait ce côté plus réaliste, mystérieux, et on y croyait un peu plus. C'est un diamant brut, une série qu'on aimerait voir se poursuivre, mais son passage éphémère sur nos écrans et la trace qu'elle aura laissée dans l'univers de la science-fiction TV ne la rendent-elles pas encore plus précieuse? Merci au capitaine du Nexus 4 pour la découverte. Ah oui, c'est vrai que... Non, c'est Nexus 6. Sur YouTube, il a dû faire une vidéo sur la série. Merci au 58e d'avoir fait renaître ses envies de voyage interstellaire dans mon cœur. Never no more. Et vous voyez, il n'y a que des notes 8, 9, 8. Je pense que c'est sur 10. Grande série de SF. Enfin voilà. Hein. Écoutez, là je peux pas en dire plus. Cette critique, elle mérite d'être très explicite. Elle se suffit à elle-même, elle est très bien rédigée. Si après ça, ça vous donne pas envie de découvrir la série, je crois qu'elle est disponible, on peut trouver les DVD sur internet. Ça c'est l'équipe. Alors évidemment, il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent au fil des épisodes, il y a des nouvelles recrues. Ah ouais, ça c'est leur casque. Parce qu'ils ont les... Je crois qu'ils ont les cartes. Non, je sais pas s'ils ont les cartes sur les casques. Mais c'est leur tenue quand ils sont pilotes de chasse. Mais après, ils font des opérations aussi bien en chasseurs de combat que opérations au sol et opérations marines, on a vu. Ah, ça c'est... Alors, des fois, ils arrivent sur des planètes où il y a de l'oxygène, et des fois, ils arrivent sur des planètes où il n'y a pas d'oxygène, et du coup, ils avaient ces tenues-là. Et vous voyez, là, c'est un exemple de costumes qui sont vachement bien foutus. On y croirait, ça pourrait très bien être une tenue d'un astronaute qui va coloniser Mars aujourd'hui. Donc déjà, imaginez, ça c'était pour l'époque, pour les années 90. C'est vachement bien designé, vachement bien foutu. C'est super réaliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est bon au niveau des images. C'est un peu aussi dans le style Aliens, le 2, avec les Marines, les Space Marines. Marines coloniaux. Ah, ça c'est un... Il y a dû y avoir un livre tiré de la série. Ça voilà, c'est le type des extraterrestres. Donc vous voyez, avec à tête plate. Ils étaient tout le temps en armure comme ça. Alors, j'ai pas vu tous les épisodes, mais de tout ce que j'ai vu, je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de voir la tête d'un extraterrestre sans son casque. Ah bah tiens, voilà. Ah bah voilà, on le voit. Voilà sa tête. D'accord, donc ça ressemble à ça. Ok. Ils ont dû en capturer un et le faire parler, je sais pas. Et en fait, c'était des ennemis assez coriaces. Ils étaient durs à tuer.
Excellente série. Et vous voyez, le niveau, la qualité des images de synthèse pour l'époque, c'était vachement bien foutu. C'est même mieux que certaines séquences en images de synthèse dans Stargate SG-1. C'est pour dire. C'était vachement réaliste. Ah voilà, le vaisseau mère qui portait toutes les navettes et les vaisseaux de combat, c'était l'USS Saratoga. Voilà. Exactement. Donc on suit ce vaisseau qui voyage à travers l'espace et qui va de planète en planète au fil des missions. Et ça, c'est les navettes de transport qui les conduisaient sur une planète pour les déposer, pour faire une intervention, pour faire une mission. Et ça, c'est les avions de chasse. Ah ben voilà, Nexus 6 qui a fait une vidéo sur la série. D'accord. Très bonne chaîne YouTube, hein, Nexus 6. Hein. Il y a toujours des vidéos avec énormément de travail. Je sais pas comment ils arrivent à faire autant de boulot. Enfin si, ils arrivent à avoir du budget. Ils ont même eu une aide du CNC, je crois. Ah ben voilà le logo, les wildcards. Ben voilà, il y a toute une charte graphique, les combinaisons, tout ça. Il y a vraiment un travail créatif derrière. Il y a la création de tout un univers. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que ça tient debout. La jaquette du DVD ou de la cassette VHS. C'est ça qui fait qu'on crée à l'univers, on a un univers cohérent. On savait faire les choses à l'époque. Donc ça c'est cool. Et donc ça, alors il y a eu un comics, une BD tirée de Space 2063. Je l'ai retrouvé sur BD Tech. Ça c'est la couverture. Et après on va peut-être essayer de voir une page intérieure. C'est en anglais. Ça a l'air pas mal dessiné, mais bon, je suis pas trop fan des couleurs qui sont un peu flashy. Bon, ça fait penser, c'est vraiment le type de BD commercial, quoi. Pour faire un produit dérivé, la couverture est plus jolie que la page intérieure. Et donc c'était édité chez Tops Comics, d'accord. Roy Thomas, Yannick Paquette, Armando Gil, Ken Stici. Je crois qu'il y en a dans le lot qui sont toujours travaillent toujours dans le monde des comics. Hein. Et ça date de 96. D'accord. Par contre, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de critique. Ok. Voilà, j'ai fini. J'ai fini mon tour d'horizon de Space 2063. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné l'envie de vous plonger dans l'univers de Space 2063, peut-être même de vous procurer les DVD, peut-être même que la série est disponible en streaming quelque part sur une plateforme ou en téléchargement pirate, qui sait. Mais toujours est-il que voilà, c'était une série vraiment... j'ai un souvenir d'une série qualitative, d'une série qui était bien foutue et qui m'avait donné envie de parcourir tous les épisodes. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a empêché de voir la fin. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu... La diffusion, c'était un peu aléatoire. Hein. Ça arrivait souvent qu'on décroche ou qu'on loupe certains épisodes. Surtout une série comme ça, série de science-fiction sur la télé française, c'était un petit peu rare à l'époque. Je sais plus si c'était sur France, non, c'est la 5, ça existait plus à l'époque. Ça devait être sur M6. Ouais, ça devait être ça devait être sur M6. Enfin voilà. Est-ce que cette série vous parle? Est-ce que vous la connaissiez? N'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires de cette vidéo, me donner vos impressions. Et puis
une série qui a certainement influencé des films de science-fiction qui sont sortis au cinéma aujourd'hui, ou peut-être des séries télé. Peut-être que ça a influencé aussi Stargate SG1. Je ne sais pas. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on aura droit à un remake, une adaptation à l'écran, avec les moyens d'aujourd'hui, de cette série. Très bonne série d'anticipation, très réaliste, très bonne qualité. Je vous recommande, allez-y, les yeux fermés, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'était la recette du jour. C'était DosGeek sur la TV42, merci d'avoir regardé, merci de laisser un like à la vidéo, de la partager, pour partager à un maximum de gens cette culture geek, cette culture de la science-fiction, de ces années 80, 90, 2000. Et puis, bien, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo très prochainement sur la chaîne. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous à tous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la TV42. C'est DosGeek. Gros bisous à tous. Bye.